France Maghreb 2. Je vous l'avais promis les amis, et elle est là les amis, Maître Maghrebi Mansouri évidemment pour l'émission Parler Juridique. Je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri est rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris et elle est là avec vous pour vous répondre. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal et on va parler avec Maître Maghrebi pour son thème du jour. Mais déjà on va la saluer. Bonjour Maître. Bonjour Médiade. Ah oui voilà pardon, c'est ce micro qu'il faut prendre maintenant, désolé. Bonjour Maître, comment allez-vous? Bonjour Médiade. Ah, Tu m'entends? Ah non, prenez l'autre micro à Alors, côté. lequel? Parce que tu changes des Voilà, micros en c'est cours celui- de route. C'est celui-ci maintenant, il faut que je m'habitue que celui du milieu, je ne sais pas pourquoi. C'est plus le même. Voilà, c'est plus le même. Bon bah c'est pas grave, on la refait. Bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien Maître? Ça va, merci. Bah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez passé un bon week-end. On arrive à la fin du week-end. Déjà, ben oui. Déjà, ça passe vite, hein. Ben, tout à fait. Ça passe vite, ça passe vite. Mais bon, on le termine bien. On le termine bien, Oui, tout à fait. c'est Avec vous, c'est ce qui et compte. c'est ce qui compte. Bien, on va parler d'un sujet justement très important. Et ça va vous plaire, chers auditeurs et auditrices, puisqu'on va parler du harcèlement à l'école. Très important thème aujourd'hui. Hein. Absolument, on va parler d'un thème qui est extrêmement important et qui est extrêmement d'actualité. Et je tiens à préciser que d'ailleurs, ce thème m'a été proposé par Yanni, le fils de Hakima et Christophe. Donc je te remercie infiniment pour cette suggestion parce que en effet, c'est un thème qui est extrêmement important, c'est un thème aussi qui est d'actualité. On n'en parle pas assez. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de notes et d'articles sur ce thème, mais hélas, on n'en entend pas vraiment beaucoup parler. Donc je trouvais que c'est vrai que c'est important de pouvoir expliquer ce que c'est aux personnes qui sont victimes de harcèlement à l'école. Expliquer ce que c'est aux parents d'enfants qui sont victimes de harcèlement à l'école, mais également expliquer ce qu'est le harcèlement à l'école aux auteurs coupables, qui se rendent coupables de harcèlement à l'école, parce qu'ils peuvent peut-être ne pas avoir conscience de ce qu'ils font. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important et qui touche une large partie de la population, puisqu'elle peut toucher toute personne qui est en contact avec l'école. Donc ça va partir de l'école maternelle jusqu'au lycée, la fin du lycée. Donc vraiment beaucoup de personnes sont concernées par ça. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le harcèlement à l'école? Donc avant de vous expliquer ce qu'est le harcèlement à l'école, je vais déjà vous expliquer ce qu'est le harcèlement pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir repérer si vous êtes victime ou non de harcèlement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement, ce sont des actes répétés qui vont avoir pour but la dégradation de l'état de santé. Donc le harcèlement, c'est la même définition quelle que soit la sorte de harcèlement. Le harcèlement, ça va être des actes qui sont répétés, qui vont avoir pour but la dégradation de l'état de santé. Donc le harcèlement, on en entend énormément parler dans les médias en ce qui concerne le harcèlement au travail ou le harcèlement sexuel. Mais pour moi, le harcèlement à l'école, on n'en parle pas assez. Donc en effet, on peut être victime d'actes répétés qui vont avoir pour but la dégradation de l'état de santé dans le cadre de l'école. Donc quels vont être ces actes? Quels sont les actes qu'on va pouvoir qualifier de harcèlement? Les actes qui peuvent être qualifiés de harcèlement sont des actes de violence verbale, ça peut être des actes de violence physique ou encore des actes de violence psychologique. Donc tout acte de violence verbale, physique, psychologique peut être qualifié de harcèlement. Sauf que un acte de violence verbale, physique ou psychologique tout seul, s'il est isolé, ça peut être considéré comme un acte de violence, mais ça ne va pas être qualifié d'harcèlement au sens juridique. Il faut que cet acte soit répété, c'est-à-dire que ces violences s'inscrivent dans la durée. Donc il faut absolument que qu'on soit dans des actes, donc des violences verbales, physiques, psychologiques, qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont s'inscrire dans le temps. Et donc le harcèlement à l'école, c'est aussi et surtout, j'ai envie de dire, une situation dans laquelle le harceleur va placer la personne qui va être agressée, donc souvent l'élève, dans une situation de domination. Donc, si au jour d'aujourd'hui, élèves, parents, vous vous rendez compte que que votre enfant, vous êtes dans une situation de violence verbale, physique et ou psychologique, répétée dans le temps,
qui vous met dans une situation de domination face à la personne qui va vous agresser, eh bien sachez que ça s'appelle du harcèlement, que c'est du harcèlement à l'école et que ça tombe sous le coup d'une infraction pénale. Mais donc, je vais un petit peu détailler parce que beaucoup de personnes vont me dire oui d'accord, je comprends, mais les violences verbales, physiques, psychologiques, ça peut être un petit peu abstrait quand on est jeune, parce que si par exemple on a de jeunes auditeurs qui nous entendent, ils vont peut-être pas savoir ce que c'est. Mais je vais vous expliquer. Quels sont ces actes? Je vais vous donner des exemples plutôt. Quels sont ces actes qui vont être répétés? Eh bien, ça peut être un de ces actes-là qui va se répéter, les exemples que je vais vous donner, ou ça va être celui-là par-ci par-là. Donc, quels sont ces actes qui peuvent être répétés? Ça peut être les jets d'objets. Ça peut être des pincements. Par exemple, vous allez avoir des camarades ou des adultes qui vont vous pincer. Ça peut être du tirage de cheveux. Ça peut être des moqueries, même des moqueries qui vont faire rire tout le monde, mais qui vont vous blesser vous. Ça peut être un surnom méchant. Ça peut être des insultes. Ça peut être aussi le racket dont on parle souvent à l'école. Ça peut être la proposition d'effectuer des jeux dangereux. Ou ça peut être aussi des mises à l'écart. Ou encore, par exemple, la propagation de rumeurs. Donc si on va lancer des rumeurs sur vous, si on va vous insulter, qu'on va vous jeter des objets, qu'on va vous tirer les cheveux, qu'on va vous donner des surnoms méchants, et ben ça rentre dans la définition du harcèlement à l'école. C'est très important de le comprendre, que c'est du harcèlement et qu'il ne faut pas laisser passer. Parce que la conséquence, pour que la qualification juridique de harcèlement puisse être retenue, c'est qu'on ait une dégradation de l'état de santé. Parce que tous ces actes répétés, toutes ces violences répétées que vous allez subir, ou que votre enfant va subir, eh ben ça va provoquer très souvent un décrochage scolaire, ça va provoquer aussi une déscolarisation, ça va provoquer une anxiété, une dépression. Il y a des enfants qui tombent en dépression à cause de ça. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des somatisations, c'est-à-dire un enfant qui va vous dire j'ai très mal à la tête, j'ai des maux de ventre, et je me sens pas bien, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'aime pas l'école. Et ben tout ça c'est un signal d'alarme, c'est des alertes, c'est des signaux qui vous envoient, parce que sachez que lorsqu'un enfant est dans le harcèlement à l'école, eh bien, des fois, hélas, ça peut carrément conduire au suicide de l'enfant. Donc, c'est vraiment important de savoir le détecter et de le détecter à temps et avant qu'il ne soit trop tard et avant que la dégradation de l'état de santé soit dramatique et irréversible. Donc, comme je vous disais, maintenant qu'on sait ce qu'est le harcèlement à l'école, eh bien, sachez qu'il s'agit d'une infraction pénale, comme je vous disais tout à l'heure. C'est une infraction pénale qui va d'ailleurs être souvent entraînée de circonstances aggravantes lorsque la victime ou le mineur va avoir moins de 15 ans ou lorsqu'on va utiliser, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, hein, on évolue avec son temps, mais hélas on n'évolue pas dans le bon sens avec son temps par moment. Ça peut être aussi avec l'utilisation d'internet. Et ben utiliser internet pour faire du mal à son camarade ou pour faire du mal à un enfant qui est à l'école, et ben c'est une circonstance aggravante pénalement. Donc si vous êtes dans une situation où vous êtes victime de harcèlement, ou si votre enfant est victime de harcèlement, eh bien sachez que vous pouvez et que vous devez même aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Sachez également que si vous êtes mineur, vous êtes un enfant, et ben vous avez la possibilité d'y aller seul. Vous pouvez déposer plainte seul au commissariat. Vous n'êtes pas obligé, c'est l'un des rares cas où vous n'êtes pas obligé d'y aller avec vos parents. Vous pouvez y aller seul et déposer plainte. La seule chose, c'est que lorsqu'on dépose plainte, pour que la personne sera poursuivie, mais pour pouvoir obtenir réparation, il faut se constituer partie civile. Là, le mineur, lui, ne pourra pas se constituer partie civile, mais c'est ses parents qui pourront, à son nom, se constituer partie civile pour pouvoir obtenir réparation. Et là où j'ai envie vraiment d'insister, c'est que auteur mineur de cette infraction d'harcèlement moral, si vous, sans vous rendre compte, sans faire exprès, vous faites du mal à un autre de vos camarades, eh bien sachez que cette peine, que cette infraction, il y a une peine derrière, et que vous encourez dans le cadre du harcèlement, si vous avez plus de 13 ans, même si vous êtes mineur, vous encourez jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. 6 mois de prison. Le harcèlement à l'école, c'est puni de 6 mois de prison. Et quand il y a des circonstances aggravantes, à savoir que si votre camarade, il a moins de 15 ans,
ou que si vous utilisez Internet, les réseaux sociaux pour envoyer des photos pour vous moquer de votre camarade, eh bien là c'est 1 an de prison. Donc c'est extrêmement important de savoir que le harcèlement moral, quand on se moque de son copain ou de sa copine et qu'on fait en sorte de le détruire et de lui faire du mal, bah c'est 1 an de prison derrière s'il y a un dépôt de plainte. Donc Tiens. Excusez-moi, maître, on va continuer à parler de ce sujet évidemment dans un instant parce que c'est important et on va marquer juste la pause et on va revenir évidemment sur la suite de cet événement, de ce thème aujourd'hui qui est très important, le harcèlement à l'école. Ne bougez pas, on revient très très vite et puis bien sûr tout à l'heure vous pourrez poser vos questions à maître Maghrebi 0892 23 99 50. On revient dans 10 secondes, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Je vous rappelle que si vous souhaitez évidemment prendre un rendez-vous avec elle, je vous donne son numéro de portable évidemment 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le domaine du droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et vous pouvez l'appeler pour prendre un rendez-vous avec elle, n'hésitez pas, 06 12 14 34 96. Et on est reparti avec la thématique du jour évidemment. On parle de harcèlement à l'école et c'est un thème très important et on a plein justement. Là on a été justement sur les manières de se défendre contre un harcèlement. Oui, alors en fait on a posé donc la définition juridique du harcèlement à l'école et donc je vous ai expliqué comment pouvoir détecter le harcèlement à l'école et comment le harcèlement à l'école était une infraction pénale prévue par l'article 222-33-2-2 du code pénal et quelles étaient les sanctions qu'encourait l'auteur du harcèlement. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le harcèlement à l'école, j'ai envie de m'adresser aux parents. Donc j'ai envie de m'adresser aux papas et aux mamans qui avaient des enfants à l'école. J'ai envie de vous dire, donc si vous avez l'impression que votre enfant est victime de harcèlement à l'école, qu'est-ce que vous devez faire? Que devez-vous faire? Comment devez-vous agir? Eh bien sachez que la première chose à faire, vous papa et vous maman d'enfants victimes de harcèlement, vous devez absolument prévenir le directeur de l'établissement dans lequel est scolarisé votre enfant. C'est vraiment la première chose à faire. Vous devez prévenir le directeur de l'établissement en expliquant dans les détails ce que vous savez pour faire en sorte que lui, de son côté, il puisse intervenir. Je vous conseille également de contacter le délégué des parents d'élèves pour qu'il puisse faire le relais entre vous et le directeur de l'établissement si jamais le dialogue est difficile. Parce que parfois, les directeurs ne prennent pas au sérieux les dénonciations qui peuvent être faites par certains parents. Vous pouvez également contacter le référent harcèlement académique. C'est un numéro vert qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, qui est extrêmement important. C'est le 3020, le numéro 3020. C'est un numéro gratuit. Donc vraiment ne pas hésiter à appeler le 3020 pour contacter le référent harcèlement académique pour qu'il puisse vous aider dans vos démarches. Vous devez également, comme je vous disais, déposer plainte. C'est extrêmement important. La chose à ne jamais faire. Et ça, je l'ai vraiment vu à plusieurs reprises. Donc vraiment, ne jamais contacter vous-même l'auteur des faits. Vous n'allez jamais parler à l'enfant, vous n'allez jamais voir l'auteur des faits, encore plus s'il est majeur. Vous ne le contactez pas. Vous vous dirigez vers le directeur de l'établissement, le délégué des parents d'élèves, le référent du harcèlement académique, le commissariat ou la gendarmerie pour porter plainte, mais vous ne prenez jamais contact avec l'auteur des faits, c'est extrêmement important. Si, une fois que vous contactez le directeur de l'établissement, je vous explique comment lui, il doit agir et ce qu'il doit faire. Il doit absolument, une fois qu'il a à sa connaissance les faits de harcèlement dont votre enfant a été victime, il doit accueillir votre enfant et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour entendre sa version. Il devra par la suite entendre l'élève auteur du harcèlement pour pouvoir mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés et pour pouvoir mettre en place une sanction parce qu'il devra être réprimé. Il doit rencontrer aussi ses parents pour discuter avec eux et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Dans sa prise de décision, il a plusieurs solutions. Il peut transmettre des informations préoccupantes au conseil général de votre région. Il peut également faire un signalement au procureur de la République pour qu'il se saisisse de l'affaire.
Il peut également mettre en place un soutien psychologique avec la psychologue scolaire de l'école. Il peut aussi vous diriger vers une association d'aide aux victimes. C'est extrêmement important de comprendre que l'établissement scolaire, en tout cas que le directeur peut intervenir et qu'il doit intervenir et qu'il doit mettre absolument en place le protocole qui a été mis en place au niveau national. S'il ne le fait pas, si vous considérez que l'établissement ou que le personnel éducatif ne remplit pas ses obligations et qu'ils sont fautifs et qu'ils ont une part de responsabilité dans le harcèlement que subit votre enfant, eh bien sachez que vous, parents, vous avez la possibilité d'obtenir réparation et de demander une indemnisation auprès du tribunal d'instance si vous demandez moins de 10 000 € ou auprès du tribunal de grande instance si vous estimez la réparation supérieure à 10 000 €. L'État est responsable et il se doit d'indemniser les victimes lorsque l'établissement scolaire ne remplit pas son obligation de sécurité à l'égard des élèves qui sont scolarisés. C'est extrêmement important de comprendre ça. Pour conclure, si vous êtes victime, là, auditeurs qui nous écoutez, si vous êtes victime de harcèlement à l'école, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Vous devez parler. Vous devez dénoncer ce dont vous êtes victime. Vous devez vous confier à une personne de confiance. Vous ne devez pas vous laisser abattre. Il ne faut pas vous laisser abattre. Vous n'êtes pas seul et il ne faut pas rester seul. Il faut absolument le dénoncer. Parents, soyez attentifs. S'il vous plaît, soyez attentifs. Le moindre détail, le moindre changement de comportement de votre enfant peut cacher un harcèlement à l'école. Donc soyez attentifs et soyez réactifs, parce que au moindre détail, si vous avez l'impression que votre enfant est victime de harcèlement, vous devez réagir. Et généralement, il faut réagir vite. Donc, soyez attentifs et soyez réactifs auprès de vos enfants. S'il vous plaît, c'est extrêmement important. Et j'en conclurai par là, et pour en finir, parce que c'est extrêmement important, et en tant qu'avocat, et très souvent avocat de la défense, j'ai l'habitude de me mettre du côté des prévenus, mais là j'ai envie de vous parler, à vous auteurs de harcèlement, directement avant d'avoir à vous défendre, parce que j'aimerais bien ne pas avoir à vous défendre dans ce genre de situation. Quand vous êtes auteur de harcèlement, j'ai envie de vous dire, soyez craintifs. Vraiment soyez craintifs, parce que la toute-puissance que vous pouvez avoir à l'égard d'un de vos camarades d'école, à l'égard d'un camarade qui va être plus faible que vous, eh bien hélas, pour vous, trouve toujours une fin. Et lorsque ça prend fin, généralement, vous risquez une lourde sanction. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut aller à 6 mois de prison, 1 an de prison, voire 18 mois de prison lorsque vous avez plus de 13 ans. Donc la prison, quand on a plus de 13 ans, soyez certains que c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Ce n'est absolument pas plaisant de faire un petit tour en prison quand on a 13, 14, 15 ans. Donc croyez-moi, si vous êtes auteur de harcèlement, que si vous continuez, un jour vous serez puni. Et c'est certain, j'ai envie de vous dire, c'est certain, vous serez puni. Et croyez-moi, vous n'aimerez vraiment, vraiment, vraiment pas ça. En tout cas, c'était vraiment frissonnant et j'en appelle vraiment à tous les auditeurs et auditrices d'être vraiment très 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 vigilants. Et si d'ailleurs vous avez envie de parler à Maître Maghrebi à ce sujet, n'hésitez pas. En tout cas, quelle que soit la question d'ordre juridique maintenant, eh bien Maître Maghrebi vous attend. Quelle que soit la question, quel que soit le domaine, eh bien vous nous appelez au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1, 0892 23 99 50. Vous avez déposé des dossiers en préfecture, vous subissez le harcèlement à l'école, le harcèlement au travail, vous avez envie de poser vos questions sur des dossiers, quel que soit le domaine, on vous attendait maintenant. Vous avez aussi été escroqué avec un billet d'avion ou quoi ou qu'est-ce. Vraiment toutes les questions avec Maître Maghrebi. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, le droit des étrangers, et vous pouvez la joindre dès maintenant pour une question gratuite ici à l'antenne. 0892 23 99 50. Déchaînez-vous, on va prendre un maximum d'appels au standard. Alors s'il vous plaît, appelez tout de suite, comme ça on vous prend directement à l'antenne. Il n'y a pas d'attente au standard parce que évidemment après c'est la fin de l'émission et on peut pas prendre tout le monde. Donc allez-y dès maintenant. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Jusqu'à 19h, Maître Maghrebi répond à vos questions. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims,
et toute sa région. Allez, 0892 23 99 50. Vous pouvez nous appeler de l'étranger également au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. 0892 23 99 50. À tout de suite. Bienvenue tout le monde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Et je vous rappelle que est en présence de Maître Maghrebi Mansouri, évidemment spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est évidemment très efficace. Vous pouvez la rencontrer si vous avez besoin évidemment d'un rendez-vous avec elle. Je vous donne son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. Notez bien, 06 12 14 34 96, le numéro de Maître Maghrebi Mansouri, évidemment. Et là, eh bien, on va tout de suite vous accueillir au standard pour vos questions juridiques en direct à la radio. 0892 23 99 50. Maître, on va commencer tout de suite avec une première auditrice de région parisienne. Elle s'appelle Inès. Elle est avec nous sur France Maghreb 2. Bonjour Inès. Oui, bonjour Mazed. Bonjour, ça va bien Inès? Ça va bien et toi? Bien, ça va très bien. Maître Maghrebi est avec moi, je te la passe. Et elle est avec toi en direct. Merci. Bonjour Inès. Bonjour Maître Maghrebi. Je vous écoute. Alors, je vous appelle en fait concernant un petit problème d'ordre administratif. Oui. En fait, voilà, tout a commencé au mois de... Déjà, je me suis mariée le 25 mars, donc 2018, avec un homme de nationalité tunisienne. Je suis moi-même de nationalité tunisienne, mais depuis toujours, depuis 87. J'ai pas fait de demande de naturalisation. Une fois que je me suis mariée, j'ai fait une demande auprès de l'OFI pour un regroupement familial. Donc j'ai été amenée à faire donc toute la procédure. Donc j'ai rempli tout le protocole. Donc j'ai rempli un CERFA avec et j'ai fourni tous les documents nécessaires à cette administration. Donc il a donné suite à ma demande, qui m'a délivré une attestation de dépôt pour me dire que mon dossier avait été enregistré. Suite à ça, j'ai eu la visite du logement. Oui. Avec un inspecteur de l'OFI. Tout s'est très bien passé, je remplissais toutes les conditions, niveau ressources, niveau taille du logement, tout allait bien. J'ai donné naissance à une fille au 31 janvier 2018 avec cet homme. Donc j'ai aussi fourni le complément de dossier pour mettre à jour ma situation. Donc après mon dossier est parti en préfecture. Donc j'avais pas eu de nouvelles, donc je me suis rapprochée de l'OFI, qui elle m'a dit que, à ma grande surprise, que j'avais mal rempli le dossier, donc le CERFA, et que j'avais fait une demande de regroupement familial sur place. Mais il s'agissait seulement d'une erreur de ma part. En fait, je vous explique, quand j'ai rempli le CERFA, j'ai mis, quand on m'a demandé le numéro, l'adresse du bénéficiaire, moi j'ai mis mon adresse à moi, ici en France. Alors que j'aurais dû mettre celle de mon époux en Tunisie. Oui, en Tunisie. Donc pour eux, ils ont considéré que mon époux était ici, en France. D'accord. Donc j'ai reçu la lettre de la préfecture qui m'a dit que pour eux, c'était un refus catégorique parce qu'ils estiment que mon mari est ici en situation irrégulière. Je me suis rapprochée de l'OFI à qui j'ai écrit, qui m'a demandé de faire un recours gracieux auprès de la préfecture de Bobigny. Oui. Voilà. Sauf que ce jour, j'ai pas eu de nouvelles ni de... selon moi, c'est un refus explicite. Il y a eu un silence de plus de 2 mois? C'est ça, oui. D'accord. Donc il y a eu ce silence. Oui, je vous écoute. Donc de la préfecture. Et depuis, j'ai recommencé, j'ai refait un dossier de regroupement familial. Mais pour moi, c'est clairement, j'ai été lésée dans le regroupement parce que je remplissais toutes les conditions. Il s'agit juste d'une erreur que j'ai demandé à faire rectifier. J'ai fourni tous les documents nécessaires. À ce jour, j'ai pas de réponse. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Est-ce que je peux me rapprocher de... Là, en fait, si vous voulez, le problème que vous avez, qui se passe dans votre dossier, c'est que vous avez un refus de la préfecture. C'est-à-dire qu'il se serait rendu compte de l'erreur au niveau de l'OFI avant que le dossier soit transmis à la préfecture. Ça aurait été une erreur matérielle, il l'a corrigé facilement sans aucun problème. Mais maître, excusez-moi de vous couper, mais l'OFI a fait le nécessaire. Ils ont fait le nécessaire quand moi je leur ai signalé l'erreur que j'avais commise.
ils ont envoyé un mail à la préfecture pour leur dire qu'il s'agissait bien d'une erreur et que c'était en ma faveur et que. Mais la décision de refus de la préfecture avait déjà été émise ou pas? Oui. Voilà, parce que quand la préfecture généralement elle émet un avis, c'est assez rare qu'elle revienne sur sa décision. Une fois qu'elle donne une décision, c'est assez compliqué. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ils vous ont demandé de faire un recours, parce que à la suite d'une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas elle est toujours mauvaise pour une partie, eh bien il y a un recours derrière. Donc on vous a demandé au niveau de l'office de suivre les voies de recours qui s'offraient à vous, à savoir le recours gracieux. Et là sur les recours gracieux, la préfecture soit répond pas. Et souvent, comme elle a la possibilité d'émettre un refus implicite en ne répondant pas, elle répond pas. Elle se casse pas la tête, elle répond pas. Donc j'ai envie de vous dire, le problème en réalité, c'est qu'elle a émis une décision. Elle n'aurait pas donné de décision. C'était facile de revenir dessus et de la faire changer de position. Mais à partir du moment... C'était vraiment facile parce que j'avais même fourni le certificat de résidence de mon mari. Il y avait vraiment tout qui témoignait en ma faveur, en fait, que j'ai vraiment été de bonne foi et que je remplissais vraiment toutes les conditions pour le regroupement familial. Il s'agit juste mais du coup, pourquoi vous n'avez pas été plus loin que le recours gracieux? Parce que là, parce que le recours gracieux, vous envoyez votre recours à la préfecture avec le nombre de dossiers qu'ils ont, c'est assez rare qu'ils traitent dans les 2 mois. Mais silence gardé pendant 2 mois vos refus, ça signifie que vous avez un nouveau délai de 2 mois qui commence à courir pour saisir le tribunal administratif. Pourquoi vous n'avez pas saisi le tribunal administratif pour faire constater ce refus qui est illégitime, que vous considérez comme n'étant pas fondé? Et le tribunal administratif, lui, il a la possibilité d'enjoindre à la préfecture soit de réexaminer le dossier, soit de délivrer l'autorisation. C'est-à-dire que là, l'autre moyen qui s'offre à vous, si vous êtes encore dans ce délai-là, je ne sais pas, c'est pas de déposer un nouveau dossier, mais de saisir le tribunal administratif. Parce que quand vous saisissez le tribunal administratif, votre requête, elle est envoyée à la préfecture. Et la préfecture doit répondre à votre requête. Donc si vous, dans votre requête, votre demande d'annulation du refus implicite, vous mettez mais moi, on me refuse le regroupement familial sur place, alors que je demande pas un regroupement familial sur place, je demande un regroupement familial classique parce qu'il se trouve en Tunisie, le tribunal administratif, il va vous suivre. Il va dire, en effet, il y a une erreur manifeste d'appréciation de la part de la préfecture et elle va annuler la décision. Mais si vous saisissez pas le tribunal, vous l'aurez pas l'annulation. En fait, je pensais vraiment que il s'agit juste d'une erreur d'adresse. Donc pour moi, ça me paraissait non, parce que pour vous, en logique, fait, parce que vous êtes dans le dossier. Sauf que des demandes de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire, il y en a plein qui font cette demande. Donc la préfecture, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas censée savoir. Vous cochez la case, il est là. Pour elle, il est là. Vous voyez, ils ont traité le dossier comme une personne qui est là. Vous avez fait l'erreur au départ. Vous avez fait l'erreur au départ. Donc ça veut dire que là, eux, ils ont étudié avec ce que vous leur avez donné. Et avec ce que vous leur donnez, je dis, ils vont pas chercher plus loin. Donc le refus, il est émis, la décision, elle est là, faut la contester. C'est aussi pour ça que vous avez les voies de recours. Mais le recours gracieux, c'est rare que ça donne quelque chose. Et souvent, vaut mieux saisir immédiatement le tribunal administratif parce que quand ils reçoivent votre requête du tribunal administratif, ils vont la lire parce qu'ils doivent répondre. Et au moment où ils la lisent pour répondre au tribunal, s'ils se rendent compte qu'ils se sont vraiment trompés, c'est à ce moment-là qu'ils interviennent. Contrairement au recours gracieux, ils sont pas obligés de me répondre alors que le tribunal administratif, lui, il dit. Ah bah oui, parce que s'ils vous répondent pas, vous gagnez. D'accord. Donc ils sont obligés de répondre. Généralement, ils se défendent devant le tribunal administratif et quand ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ils reviennent d'eux-mêmes sur leur décision. C'est-à-dire qu'ils vont revenir, ils vont vous contacter, ils vont régler la situation et ils vont écrire à la préfecture en disant oui, on a fait une erreur, on est revenu dessus, on attend de voir si madame va se désister ou pas. Donc là maintenant elle a un délai de 2 mois par rapport à la... Quand est-ce que vous avez été face au refus implicite? Le délai de 2 mois. Le refus implicite, le mois dernier. Le mois dernier, donc vous êtes encore dans le délai. Implicite, par contre, j'ai pas attendu d'avoir le refus implicite pour renvoyer un dossier de regroupement familial à l'office. J'ai quand même renvoyé mon dossier et ça a été assez vite. On m'a renvoyé, là samedi, on m'a renvoyé une attestation de dépôt, comme quoi j'avais bien fait une demande de regroupement familial à mon époux. D'accord. Une nouvelle fois. D'accord. Mais du coup, vous pouvez, si vous êtes encore dans le délai de 2 mois, vous pouvez aussi saisir le tribunal administratif. D'accord. Tout en continuant ma démarche de regroupement familial. En continuant votre démarche, oui. D'accord, très bien.
Bah écoutez, Maître Maghrebi, je vous remercie infiniment. Avec De plaisir, rien et Inès. vraiment bon courage. Et bon courage et merci beaucoup de votre appel en tout cas. Hein. Merci beaucoup, Maître Jahed. Avec plaisir, à bientôt, bon courage. À bientôt. Allez, on va revenir dans un instant sur France Maghreb 2 avec d'autres appels, d'autres interrogations, d'autres questions à Maître Maghrebi évidemment. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. N'hésitez pas surtout 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. C'est totalement gratuit, sauf le coût de l'appel évidemment. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour la dernière partie de l'émission Parler juridique. Je vous rappelle que si vous souhaitez joindre Maître Maghrebi, eh bien vous pouvez l'appeler à son numéro de téléphone pour des consultations, pour des rendez-vous au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi spécialisé dans le droit des étrangers, droit pénal, droit de la santé et le droit du travail. 06 12 14 34 96. Allez, on continue d'accueillir les appels au standard et on va accueillir Soraya. Bonjour Soraya. Soraya, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue sur France Maghreb 2. Je vous passe Merci. Maître Maghrebi. Oui, bonsoir. Bonsoir Soraya. Bonsoir, maître. Merci beaucoup de prendre mon appel, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide et c'est très compliqué mon dossier. Et avant de commencer, je tiens à remercier un ami qui m'a soufflé justement que je peux vous appeler. Il était en train de vous écouter. En fait, je suis mariée, avec un Français converti. On vivait naturellement en Tunisie. On a eu 4 enfants. On est rentré en France et là, ça s'est écourcé. Il y avait violence de tout genre. On a commencé à divorcer et puis là, tous les coups, ils sont permis. Des coups bas, des faux témoignages, des malversations, bon, la totale, quoi. La dernière en date, il m'a privé de voir mes 2 garçons mineurs. Il est parti habiter sur Metz et puis moi, je suis dans les Vosges. Et comment dirais-je, en fait, j'ai écrit à tout le monde, à monsieur le procureur ou préfet ou juge, à tout le monde en fait, pour alerter que mes enfants ils sont en danger avéré, ils sont déscolarisés, enfermés dans une maison prison au Maroc. Pour mon grand, mon cadet il va plus à l'école, bon bref, dans une situation pas possible pour mes 2 derniers qui restaient vivre chez lui. Malgré ça, la juge elle continue à maintenir leur placement chez le papa. Et le comble, ils m'ont enlevé l'autorité parentale. Donc face à tout ça et en désarroi total, j'ai fait la grève de la faim dans les rues de Metz. Ça a duré 14 jours. Et ça, j'ai mis des panneaux, j'ai tout raconté l'histoire en fait. Et ça a dérangé la réputation de monsieur, ça a dérangé la justice. Donc ils ont trouvé une parade, ils m'ont envoyé du monde pour m'enlever, on m'a amené en garde à vue. La garde à vue, ils ont essayé de dire... Alors attendez, c'est vraiment un dossier très complexe et en plus là on a vraiment très peu de temps. Donc là, il va falloir réagir très très vite. En fait, au jour d'aujourd'hui, oui. J'ai rien fait et je me trouve accusée. Tout simplement, j'ai rien fait, mais ça a dérangé la réputation de monsieur et de la justice. Bon. Donc, ils m'ont mis sur le dos harcèlement et menace de mort. Vous avez été placé en garde à vue pour harcèlement et menace de mort. Tout à fait. J'étais placée... Non, mais la vérité, ils m'ont enlevé de mon lieu de garde à vue, soi-disant pour trouble à l'ordre public, parce que j'étais sur un terrain, sur un gazon, en fait. Bon, alors on va vous répondre brièvement. Alors, maître, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette dame, déjà? Alors, attends, Medjahed, quelques minutes pour qu'on puisse comprendre déjà sa situation. Ouais. Donc là, vous avez fait la grève de la faim. On vous a retiré de force de l'endroit où vous faisiez votre grève de la faim pour trouble à l'ordre public. Voilà, on vous a placé en garde à vue. Et donc après... C'était la parade pour m'amener là-bas. En fait, et après, on vous a placé en garde à vue pour harcèlement, menace de mort. Durant votre garde à vue, vous êtes resté 24 heures ou 48 heures en garde à vue? Je suis restée 24 heures. 24 heures. Est-ce que... Il y a un médecin généraliste qui est venu oui, pour la alors visite, attendez, écoutez, excusez-moi. Excusez-moi, écoutez-moi. C'est juste pour être efficace. Durant vos 24 heures de garde à vue, est-ce que il y a eu une confrontation? Est-ce qu'il y a eu quoi, pardon? Une confrontation? Non, du tout. Non, du tout. D'accord, il n'y a pas eu de confrontation. Du tout. Mais on vous a placé en garde à vue pour harcèlement et menace de mort à l'égard de monsieur ou à l'égard de qui? À l'égard de monsieur, bien sûr. À l'égard de monsieur, mais il n'y a pas eu de confrontation. On m'a dit pour trouble. Une fois qu'on m'a mis en garde à vue, oui. Ils n'ont pas annoncé la couleur. Je suis retournée en garde à vue après. De la première garde à vue, il y a un médecin généraliste. Le médecin généraliste, il a dit que madame, elle est dangereuse pour elle-même et pour autrui. D'accord. Madame, elle a des troubles psychologiques. Madame, il faut l'enfermer de suite dans un asile psychiatrique. D'accord. Et donc, ils m'ont réellement enfermé 14 jours.
D'accord. Et du 14 jours, c'est un juge qui me libère parce qu'il dit la dame, elle est pas folle, c'est un délire. Il m'a sorti le juge de liberté. C'est le juge des libertés de la détention. D'accord. Voilà. Donc les psychiatres de l'établissement, ils m'ont dit, Madame Tifon, on est désolé, mais on peut rien faire. C'est par le maire et il a eu l'aval de préfet. Malgré que j'ai écrit à tout le monde. D'accord, oui, Tout le monde c'est savait, l'hospitalisation sous contrainte. Mais donc du coup, comme il nous reste que 2 minutes, quelle est la question à laquelle vous souhaitez que je réponde? Au jour d'aujourd'hui, pour me sortir de ma ligne de conduite, à savoir de défendre mes 2 enfants qui restent chez lui, donc il m'a accablé de soi-disant harcèlement et de menaces de mort. Donc le 16 octobre, donc dans 2 jours, je passe au tribunal. D'accord. Injustement, je dois répondre d'un harcèlement et d'une menace de mort que j'ai jamais dit. D'accord, donc vous passez devant le tribunal. C'est légitime, quoi. Vous passez devant le tribunal correctionnel. Tout à fait. Le 16 octobre pour harcèlement et menace de mort. Tout à fait. D'accord. Donc la première chose à faire, ça va être, je vais pas pouvoir en 2 minutes vous dire comment vous défendre devant un juge correctionnel. Mais la première chose que vous pouvez demander, va falloir jouer à leur jeu si c'est leur jeu. Il y a eu une levée de garde à vue parce que soi-disant vous aviez des troubles mentaux et du comportement qui ont conduit à 14 jours d'hospitalisation. Donc la première chose que vous allez faire quand vous allez arriver à l'audience le 16 ou si vous avez un avocat, vous lui demandez à ce qu'il y ait une expertise médicale qui soit mise en place. Parce que si on considère pour ma part ou pour lui pour vous défendre, madame, parce que si on considère, faut jouer à leur propre jeu. Je vous dis pas que vous avez des troubles mentaux ou que vous avez des problèmes psychologiques. Mais s'ils considèrent que vous avez des problèmes psychologiques et que ça justifie 14 jours d'hospitalisation en hospitalisation sous contrainte dans un hôpital psychiatrique, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être responsable pénalement des faits qu'on vous reproche. Donc, si vous êtes malade psychologiquement, il faut qu'un médecin expert le dise. Donc, après 14 jours d'hospitalisation, vous leur dites, écoutez, moi j'ai été hospitalisé 14 jours après la garde. Il y a eu une levée de garde à vue pour 14 jours d'hôpital en hôpital psychiatrique. C'est que vous considérez que je suis folle. Donc, si vous considérez que je suis folle, moi je demande une expertise médicale pour que le juge vous le dise vous-même et que vous me déclarez irresponsable. Bien, allez, il est 19h là, il y a plein de choses encore. Ce que je vous suggère en tout cas, c'est de rappeler Maître Maghrebi. Sinon, vous le rappelez la semaine prochaine. Maître Maghrebi s'en va tranquillement. Je rappelle évidemment que tout ça passe toujours trop vite. Hein. Ah oui, carrément, on est même à la bourre aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez joindre Maître Maghrebi à son cabinet. Le numéro, c'est le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Dans une petite poignée de minutes, vous allez retrouver le rendez-vous de la voyance avec Axel de Paris et je vous laisse vite conclure cette émission. Maître Maghrebi. Merci Medjad, je vais être très rapide parce qu'on est déjà très en retard. J'espère que le thème d'aujourd'hui, on a pris le temps de l'expliquer, vous sera utile parce que comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Merci Maître Maghrebi, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant avec Axel de Paris qui arrive tout de suite pour de la voyance pendant 1 heure. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.